L'archipel espagnol des Canaries est composé de 7 îles principales. Au centre, la Grande Canarie n'est pas la plus grande, mais elle est la plus peuplée de l'archipel. Au nord-est de l'île, Las Palmas, la capitale. À Las Palmas, dans la vieille ville, juste derrière la cathédrale, la Casa de Colón. Christophe Colomb y aurait séjourné lors de son premier voyage vers le Nouveau Monde. Las Palmas est la première agglomération des Canaries et la 8e d'Espagne. On y croise une population internationale attirée par le tourisme et les affaires. La réputation de la Grande Canarie n'est plus à faire auprès des Nordiques qui en ont fait l'une de leurs destinations privilégiées. Toutes les structures d'accueil ont été implantées en bord de mer et il y a souvent peu de chemin à parcourir entre sa chambre et le sable de la plage. Certains disent que la concentration d'hôtels a dénaturé les rivages. Pas faux. L'âme authentique de la Grande Canarie, vous la rencontrerez à l'intérieur. Au détour de petits villages, en longeant des canyons impressionnants, l'île se révèle loin des odeurs de crème solaire. Depuis la préhistoire, un peuple vivait à la Grande Canarie. Avec l'arrivée des conquistadors est venu le temps des batailles pour la possession de la terre. Aujourd'hui, le peuple des premiers habitants de l'île a disparu. On ne sait toujours pas avec certitude d'où ce peuple venait, mais on sait qu'il vivait dans des grottes. Des siècles plus tard, les hommes continuent d'utiliser ces lieux de fraîcheur naturelle, mais adaptés à la vie moderne, comme ici, à Artenara, le plus haut village de l'île, et aussi le plus connu des villages troglodytes. Antonio Díaz Sánchez, 27 ans, travaille à la mairie, l'une des rares bâtisses non troglodytes d'Artenara. Il a passé son enfance dans la maison troglodyte de ses parents et il a souhaité nous montrer la demeure de Doña Cirila, 85 ans, et qui, elle, a toujours vécu au cœur de la roche. Bonjour Cirila, comment ça va? Nous sommes dans la maison de Doña Cirila. Cette maison est creusée dans la roche. C'est une maison typique d'Artenara à la Grande Canarie. La particularité de cette maison, c'est que toutes les pièces sont dans une grotte. Les premiers habitants de la Grande Canarie construisaient leur maison dans la roche. Cette maison a été construite après la conquête comme maison principale et a été adaptée aux besoins des différentes époques. On y a installé l'électricité, l'eau et autres commodités adaptées à notre époque. Et maintenant, nous allons visiter les différentes pièces pour que vous puissiez voir comment les maisons troglodytes sont à l'intérieur. Là, c'est la cuisine. Et comme on peut le voir, le plafond est irrégulier et conserve la forme naturelle de la grotte. La seule chose, c'est qu'on l'a peint à la chaux pour lui donner une couleur blanche et comme nous pouvons l'observer, les meubles sont encastrés dans la roche. On y a fait un trou qui s'adapte aux appareils modernes, comme un frigidaire et tous les autres appareils électroménagers. Et en ce qui concerne la cuisine, nous pouvons dire qu'elle a conservé sa forme naturelle. Maintenant, nous sommes dans l'annexe de la cuisine. Comme vous pouvez le voir, ici, le plafond est moins uniforme. Et comme vous pouvez le constater, elle est remplie de produits typiques et de choses comme ce manteau, qui est un manteau de berger. Une des particularités de la maison troglodyte est que lorsque dehors dans la rue il fait chaud,
À l'intérieur, il fait frais. Et plus on va vers l'intérieur, plus il fait frais. Et au contraire, en hiver, quand il fait froid dehors, la grotte conserve la chaleur. On y trouve une température agréable. Et maintenant, nous passons à une autre pièce. Comme je vous l'ai dit, plus on va vers le fond de la grotte, plus on sent le frais. Dans cette pièce, comme on peut le voir, le plafond et les murs ont conservé leur forme naturelle. Cette grotte, par exemple, est utilisée comme garde-manger naturel, où ici Doña Cirila garde ses fromages. Elle les conserve pour pouvoir ensuite les consommer. La vie dans la commune d'Artenara s'écoule paisiblement. Les torrides début d'après-midi sont passés à faire la sieste au frais des maisons enfouies dans la roche. Même l'église s'enfonce dans la montagne, comme pour mieux s'associer au reste du village. ¿Me ponen una tapa y un refresco de nada? ¿De acuerdo? Vale, hombre, hasta luego. Gracias. Estamos aquí en el bar El Molino. Nous sommes ici dans le bar El Molino, comme on peut le voir. Como pueden observar, muchas gracias. Merci beaucoup. El bar está ubicado a la mitad en lo que es. Le bar est situé pour sa moitié dans ce qui est une grotte, comme beaucoup d'édifices qui sont ici à Artenara, où environ 80% des habitations sont creusées dans la roche. La majeure partie des maisons a été fabriquée comme le prolongement de la grotte. Et puis ils ont construit sur la partie extérieure de celle-ci la salle de bain ou la cuisine, mais la majorité des pièces est à l'intérieur des grottes. Dans les années 60, les gens sont partis pour Las Palmas, mais actuellement et durant ces dernières années, ils commencent à revenir à Artenara pour profiter de ce que sont les maisons troglodytes. La maison troglodyte est devenue tellement à la mode que beaucoup de gens achètent la grotte et son terrain. Et ensuite, ils la rénovent. Ça dépend des cas. Si c'est une zone où l'on peut construire, ils la retapent de manière à pouvoir l'habiter pour les week-ends ou les vacances, et en font des résidences secondaires d'été. Malgré l'image que l'île donne d'elle-même, ses côtes sont majoritairement rocheuses et élevées. Elles abritent de nombreuses criques, pas toujours faciles d'accès. Sur les 235 km de côte, l'île ne compte qu'une quinzaine de kilomètres de plages de sable et principalement au sud. Le sable, à Maspalomas, est une véritable curiosité. Formé il y a 2 millions d'années, Maspalomas est une réplique miniature du désert africain et contrairement à ce que pensent beaucoup de touristes, il ne s'agit pas de sable amené du Sahara par les alizés. Il s'agit d'un sable organique composé de poussière de coquillages broyés lors de la dernière grande glaciation. En fait, les dunes avancent le long des 7 km du rivage, puis le sable est ramené au point de départ par les courants marins, un circuit parcouru par le sable en 500 ans. Si l'on évite de porter le regard sur les trop présents complexes hôteliers, l'illusion saharienne est presque parfaite. Comme dans tout l'archipel, à la Grande Canarie, la pratique des sports de navigation est à l'honneur tout au long de l'année. L'île a donné de nombreux champions dans diverses disciplines nautiques.
L'une d'elles est unique et seulement pratiquée ici. Il s'agit de la Regata Latina, la voile latine. Un bateau rustique, un mât et une surface de voile démesurée, des manœuvres difficiles et entièrement manuelles, ce sont là quelques-uns des ingrédients de la voile latine. Le championnat est très disputé. Alexandro Barrera, 35 ans, est l'un des skippers les plus en vue. Il est deuxième au championnat. Voici en gros ce qu'est le bateau de la voile latine. C'est un bateau traditionnel de notre île et surtout de Las Palmas de Gran Canaria. Il est né au début du siècle dernier avec les petites barques du quartier de San Cristobal. Sa mission était de pêcher et de ramener le plus de poissons possible. C'était un bateau de pêche. Il aidait ceux qui, à l'époque, vendaient le poisson. Pour être précis, dans l'année 1904 a eu lieu la première régate de voile latine. Ensuite arriva l'influence anglaise. Les anciennes voiles latines, celles qui pêchaient, étaient construites avec 2 proues. Mais maintenant, les voiles latines ont cet aspect-là. C'est une copie des bateaux anglais qui venaient à la rame. C'est comme ça que s'est adaptée la voile des barques de pêche aux coques des bateaux anglais. Et puis nous sommes arrivés à la forme finale du bateau de voile latine. Mon grand-père était un navigateur. Il avait une goélette et ramenait beaucoup de poissons des côtes africaines. Après, mon père a aussi été marin. Il naviguait sur le Minerva et moi, à l'âge de 10 ans, mon père a commencé à m'enseigner la voile latine. Dans le voile latine, il y a beaucoup de concurrence entre tous les bateaux et c'est réellement ma passion. La technique de la mise à l'eau et de la préparation n'est pas aussi facile que celle de la voile légère. Dans la matinée de chaque régate, l'un des moments les plus importants est la mise à l'eau du bateau. Participer au championnat coûte cher. L'entretien des bateaux et le défraiement des équipages sont donc pris en charge par des sponsors. Lorsque la coque est à l'eau, la première étape consiste à la lester avec des sacs de sable. Ce bateau n'a pas de quille. Le mât de plus de 13 mètres est disproportionné par rapport à la longueur de la coque, 6,50 mètres. Un espace très réduit où une dizaine de personnes manœuvrent en course sous les ordres du skipper. Comme vous l'avez vu avant, lors de la mise à l'eau de notre bateau, nous avons mis en premier le lest dont s'occupent 2 membres de l'équipage pendant chaque changement de bord. Vous le verrez tout à l'heure, ils doivent déplacer d'un bord à l'autre tous ces sacs que vous voyez ici. C'est assez rudimentaire et relativement représentatif de l'esprit de la compétition. Nous avons vu les cordages qui maintiennent la tension de la voile et qu'il faut lâcher pendant les manœuvres de changement de bord. En lâcher un et en tendre un autre, tout ceci se fait à la main. Nous n'avons ni winch ni manivelle et simplement nous l'attachons à un taquet. Tout ceci se fait manuellement. C'est très physique. Notre bateau comprend 11 membres d'équipage dans un espace aussi réduit. Ici se trouve le murero qui est chargé de lâcher la baume pour que la voile passe par derrière le mât. Il est assisté dans sa manœuvre par le premier aide. Puis il y a une autre personne qui normalement se trouve derrière le mât et qui est celui qui déplace et qui change la baume d'un bord à l'autre et qui ensuite la renvoie à un autre aide. Ce dernier a lui aussi 2 aides pour faire passer la baume par derrière et qui ensuite la relance vers la proue. Dans la voile latine, le changement de bord est donc très important. Dans la voile légère, on fait juste un changement de bord et avec l'aide de l'accastillage, on retend la voile rapidement et c'est vite fait. Dans notre cas, beaucoup de régates se gagnent précisément au moment du changement de bord. C'est à ce moment-là que tu peux gagner, si un bateau est plus rapide ou plus lent que toi. Après la sortie effectuée pour les réglages, les équipages se préparent pour la régate. La tension monte, le championnat peut basculer. Alessandro est serein. Bien, nous allons emmener le bateau au point de départ de la régate. Vous verrez qu'en principe, ce sera assez dur. Aujourd'hui, c'est la compétition de la coupe où nous serons tous contre tous.
Nous devons franchir 4 balises. Nous partons du tunnel de la Laja jusqu'à l'arrivée qui est précisément ici. C'est notre objectif. Ça fait approximativement 2000 et nous mettrons 1 heure, 1 heure et quart à faire le parcours. Notre espoir, nous sommes actuellement classés en première position. C'est un grand défi aujourd'hui. Ce sera très difficile car notre bateau va sortir le premier et ce sera une régate assez compliquée. Bien, allons gagner. Ce jour-là, l'océan a bousculé les frêles embarcations et plusieurs d'entre elles ont chaviré et ont dû abandonner. Alessandro et son équipage s'en sont bien tirés. Ils terminent 3e après 2 heures d'effort et ils sont toujours 2e au championnat. Les premiers habitants de l'île, pour se déplacer sur cette terre escarpée, utilisaient des bâtons. Cette technique augmente considérablement la vitesse de déplacement, ce qui posa de gros problèmes aux conquistadors. Ces hommes leur ont longtemps résisté, bien plus longtemps que sur les autres îles. On raconte que parfois, par défi, ils préféraient se jeter dans le vide plutôt que de se rendre à l'envahisseur. Bien plus tard, les bergers ont adopté ce moyen de locomotion et aujourd'hui, quelques-uns savent encore glisser le long des flancs abrupts. À 15 km au sud de Las Palmas, Telde, la 2e ville de la Grande Canarie. On dit qu'à Telde, les sorcières vivent en toute liberté depuis des siècles. C'est la fin de l'après-midi de la Saint-Jean et Rafael Luchoro nous a donné rendez-vous dans le quartier le plus ancien de Telde. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans le quartier de Saint-Jean, un des quartiers les plus importants de la ville de Telde. C'est quoi ce quartier? Ce quartier, c'est un quartier qui s'est maintenu intact durant 100 ans. Pourquoi sommes-nous ici? Parce que nous allons parler d'une des choses les plus importantes de cette ville, la sorcière. Nous parlons de la ville la plus connue pour y rencontrer tout type de sorcières. Quelles sorcières? Très simple. Les sorcières qui envoûtaient, les sorcières qui aidaient les filles à trouver un fiancé, ou les sorcières qui attiraient sur vous la chance, comme celui-ci. Une amulette ou un sortilège qui aide à donner la bonne chance aux gens qui le possèdent. En plus de ça, aujourd'hui est un jour très important pour cette ville. C'est le jour de la Saint-Jean, durant lequel les sorcières se rencontrent pour faire un grand feu et demandent aux démons de les aider pour faire toutes sortes de sorcelleries. Le quartier de Saint-Jean ou de Telde est important parce qu'il perpétue cette tradition.
Durant les 500 ans durant lesquels s'est construite cette ville, elle a toujours maintenu la pratique de ces rituels. Et on sait qu'il existe toujours pas mal de sorcières qui se cachent dans cette ville. Nous allons pouvoir profiter de cet événement et voir toutes sortes de sortilèges et de menaces. À Telde, les traditions sont encore bien vivantes, les croyances aussi. Vous ne verrez pas sur les murs de la ville des enseignes de sorciers. Pourtant, toute l'année, des centaines de personnes viennent des quatre coins de l'île pour consulter et commander des sortilèges. Magie noire et sorcellerie sont sous silence, on ne parle pas de ça à Telde. Ici, tout le monde vous dira que ce n'est pas vrai que les sorcières n'existent pas, sauf peut-être le soir de la Saint-Jean, lorsque la nuit tombe sur les ruelles de Telde. En ce moment, nous sommes entourés de sorcières et de tambours et de beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Nous allons voir un bûcher. Mais avant, nous allons parler de comment se déroule ce défilé dans la rue. Il est parti d'un centre culturel pour terminer sur l'un des ponts mythiques de Telde, le pont de la Saint-Jean, l'un des 7 ponts de la ville. Actuellement, nous nous promenons sur la place de Saint-Jean et à côté d'elle se déroule tout ce qui fait ce défilé. Une des choses que nous pouvons voir, c'est la batucada. On est en train d'entendre. Cette batucada donne le rythme à cette fête. Les sorcières sont très importantes à Telde. La batucada est très importante aussi. Là, c'est ce que nous entendons. Dans la batucada, le plus important, c'est le rythme, le son, les ondes et l'ambiance qu'elle répand. Et l'envie de vivre qu'elle transmet aux gens qui viennent ici pour profiter de cette fête. La fête de la Saint-Jean, il faut dire que c'est une des plus anciennes. Pourquoi? Parce que c'est l'équinoxe d'été, le jour le plus long de l'été qui va s'accomplir maintenant. Le jour de la Saint-Jean-Baptiste. En plus de ceci, je veux vous dire toutes les choses qui peuvent survenir pendant cette fête. Pouvoir sauter d'un feu à un autre, pour pouvoir me libérer de tous mes maux, est la chose la plus importante. Pouvoir danser, pouvoir jouer d'un instrument de musique avec tes amis pour profiter tous ensemble de ce qui te plaît le plus. C'est aussi l'union des gens avec le saint et avec le sacré. Nous nous trouvons maintenant dans l'endroit où se célèbre la flambée de la Saint-Jean. C'est une flambée de plus de 25 mètres de diamètre et de 5 mètres de hauteur. Un feu énorme, il faut le dire. Il faut dire aussi que le feu est important dans les traditions. C'est-à-dire que le feu attire et soigne tous les maux qui existent, mais aussi au contraire, attire le mauvais. C'est-à-dire le satanique, l'enfer, le diable. Maintenant, je vais vous raconter les traditions autour du feu de la Saint-Jean. La première de toutes, c'est celle-ci. Une personne qui veut oublier tout le mal doit écrire sur un papier tout ce qui lui est arrivé et dont elle ne veut plus. Et sur un autre papier, elle inscrit tout ce qu'elle désire, qu'elle espère et qu'elle souhaite pour cette année. On garde chaque papier, on jette au feu le mauvais et on garde le bon papier sur le cœur, là dans la poche. Tout ceci c'est la Saint-Jean, c'est la fête, la magie. Chacun y trouve ce qui lui plaît le plus. Si c'est la chaleur, la danse, le feu et les traditions, alors on ne peut pas rater la fête de la Saint-Jean. La nuit de la Saint-Jean est la plus longue de l'année et celle de Telde est la plus longue de la Saint-Jean.
Comme toujours, à la Grande Canarie, la fête s'est prolongée jusqu'à étourdir les esprits de plaisir. Et que des ombres mystérieuses s'unissent aux lueurs des grands feux.